Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez poussée des étapes clés pour accompagner efficacement vers l'emploi. On s'appuie sur un guide pratique, étape essentielle pour aider le bénéficiaire de LRDCP. L'idée, c'est vraiment de voir comment structurer ce soutien. Oui, bonjour. C'est un sujet essentiel, parce que ce parcours est souvent complexe. Et au-delà de la méthode, ce qui compte énormément, c'est l'approche humaine, l'écoute. Il faut savoir s'adapter à chaque personne, en fait. Absolument. Alors, par où on commence justement? Le guide, il insiste d'abord sur une phase de compréhension, évaluer les compétences, oui, mais aussi les intérêts, les vraies aspirations. C'est ça, c'est la base de tout. Si on ne fait pas ça bien, on risque de proposer des pistes qui ne mènent nulle part ou qui démotivent. Cette auto-évaluation, accompagnée bien sûr, ça permet après une exploration beaucoup plus ciblée. D'accord. Donc, on gagne du temps et de l'énergie pour la suite. Exactement. C'est un investissement initial si on veut. Une fois qu'on a cette base solide, on passe à la préparation plus active, le développement des compétences, c'est ça? Technique et générale. Tout à fait. Il y a les savoir-faire techniques, évidemment, selon le métier visé, mais il y a aussi, et c'est crucial, les compétences générales, les fameuses soft skills. Ah oui, la communication, le travail en équipe. Voilà. L'adaptabilité, la résolution de problèmes, souvent c'est ça qui fait la différence pour un recruteur, vous savez. Et le guide parle aussi d'aides très concrètes, comme pour le CV, la lettre de motivation. Ben oui, c'est essentiel. Il faut que ce soit percutant, personnalisé. Pas un document générique qu'on envoie partout. Il faut montrer qu'on a compris le poste, l'entreprise, c'est ça qui accroche. Et la préparation aux entretiens, avec des simulations, j'imagine. Indispensable. Pour gagner en confiance, pour apprendre à bien présenter son parcours, sa motivation, c'est pas pour formater les gens, hein, mais pour leur donner les clés. Pour qu'ils se sentent plus à l'aise, plus convaincants. Exactement. Les compétences techniques ouvrent la porte, mais c'est souvent le relationnel, la confiance qui permettent de rester. Bien compris. Alors, après cette préparation, vient la recherche active d'emploi. Quelles sont les stratégies efficaces d'après le guide? Alors il y a les canaux classiques, bien sûr, sites d'emploi, agences d'intérim ou pôle emploi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le réseautage. Oui, le réseau, les événements pro, les salons. Et aujourd'hui, impossible de passer à côté du réseau virtuel. LinkedIn, ce genre de choses? Voilà. Gérer sa présence en ligne, son e-réputation, c'est devenu une compétence à part entière. Très important. Le guide mentionne aussi les stages, le bénévolat. Parfois, on a l'impression que c'est moins valorisé. C'est une erreur de penser ça. Au contraire, c'est une preuve de motivation. Ça montre qu'on acquiert des compétences sur le terrain, qu'on s'immerge dans un milieu pro. Pour un recruteur, c'est souvent un signal très très positif. Ça peut même compenser un manque d'expérience salariée directe. Absolument. Ça montre l'envie, la capacité d'apprendre. D'accord. Et une fois l'emploi trouvé, ce n'est pas fini, si je comprends bien. Il y a toute une phase de suivi. Ah oui, c'est crucial. L'intégration, ça prend du temps. Il faut un suivi régulier, un soutien pour gérer les premières difficultés. Il parle aussi d'intégration culturelle dans l'entreprise. Oui, c'est un point important, parfois oublié. Comprendre les codes, la culture de l'entreprise, ça aide énormément. Et il y a aussi cette idée de regarder au-delà de l'emploi lui-même. Oui, c'est fondamental. Faut penser aux obstacles périphériques. C'est-à-dire, Les soucis de garde d'enfants, de transport, parfois de logement. Si ça bloque, tout le reste peut échouer. Donc l'accompagnement doit être global, à 360 degrés, et aider à trouver des solutions. il faut mobiliser les bons services de soutien en fait. C'est ça. Le guide suggère aussi d'évaluer régulièrement ce qui marche ou pas dans l'accompagnement, pour s'améliorer. Et même l'idée de réseau d'anciens, de mentorat, pour un soutien qui dure. Ce qui ressort vraiment, c'est d'un côté une méthode, des étapes claires, et de l'autre, cette nécessité absolue d'adapter à chaque personne. C'est exactement ça. Le message clé, c'est la personnalisation. Chaque parcours est unique. Le processus, il n'est jamais vraiment linéaire, il y a des allers-retours, il faut être flexible. Le guide donne une boîte à outils, mais l'accompagnant doit savoir choisir le bon outil au bon moment. C'est une bonne image, oui. Donc, pour résumer, un accompagnement réussi, c'est un mélange de structure, d'outils concrets, mais surtout d'une grande capacité d'adaptation à l'individu. Voilà. C'est un équilibre à trouver. Et ça m'amène à une réflexion pour conclure peut-être. On a parlé de tout ce soutien externe, les étapes, les outils, les services. Mais au fond, qu'en est-il des facteurs plus internes à la personne? Comme quoi, par exemple? Sa confiance en elle, sa capacité à rebondir après un échec, sa résilience, ou même son contexte personnel.
des choses que les services standards ne voient pas forcément. Quels sont ces éléments intrinsèques qui vont vraiment déterminer sa capacité à s'engager à fond dans ce parcours et finalement à réussir son insertion? C'est une question complexe.